Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la troisième vidéo du cours d'histoire qui concerne le chapitre sur la colonisation. On se retrouve en principe après les vacances, donc j'espère que vous en avez profité pour vous reposer, mais aussi que vous êtes à jour dans les différentes matières, et notamment en histoire. On va continuer aujourd'hui le chapitre que vous avez laissé de côté pendant ces 2 dernières semaines. Alors, nous sommes dans la vidéo numéro 3 que j'ai dû mettre sur YouTube, mais ça concerne la séance numéro 4, parce que la première séance, qui est l'introduction, celle-là, on avait pu la faire en classe entière avant les mesures du gouvernement. Et si vous vous rappelez, dans les premières séances qu'on a faites depuis le début du chapitre, il y a eu la séance numéro 1 que vous voyez en gauche avec l'introduction, l'analyse de documents au tableau, la présentation du chapitre, la fiche présentation, les différentes définitions à copier. La première séance, on a travaillé sur les rivalités entre les pays européens, donc les rivalités entre la France et les Britanniques, les rivalités entre la France et l'Allemagne pour conquérir le Maroc, par exemple. Et on a vu que ces rivalités entre pays européens, elles nécessitent parfois de mettre en place des systèmes de coopération, et c'était le cas de la conférence de Berlin en 1885. Mais on a vu également durant cette séance-là que la conférence de Berlin ne remplit pas totalement son rôle, parce que les tensions continuent d'augmenter entre la France et l'Allemagne jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, même si ce n'est pas la seule raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans la séance suivante, celle que vous avez eue juste avant les vacances, on avait travaillé sur la conquête des différentes colonies par les pays européens, et à chaque fois on avait pris l'exemple de la France, et on avait vu plusieurs documents avec les différentes réactions possibles de la part des populations des colonies face aux conquêtes des Européens. On avait vu le cas en Algérie, avec Nour Bouchta qui résiste en tuant des administrateurs français et qui finit par se faire exécuter. On avait vu le cas de Madagascar, une île au large de l'Afrique, avec la reine de ce pays, Rana Valona, qui résistait aussi à la population française. Donc on avait vu dans cette séance que les colons, que les populations locales résistaient parfois aux, aux Français et aux Européens qui tentaient de prendre possession de leur territoire, mais on avait vu aussi, grâce à ces différents documents, que parfois une partie de la population collaborait avec les Européens, s'engageait dans l'armée et aidait les Européens à prendre le contrôle du territoire sur lequel ils vivaient, voire participer aux armées des Européens qui étaient envoyés dans d'autres colonies pour aider les Européens à conquérir de nouvelles colonies. Donc cette séance-là nous avait permis de nous rendre compte que la situation était plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Je rappelle qu'on n'est pas avec d'un côté les Européens qui sont tous pour la colonisation, et de l'autre les populations colonisées qui sont toutes contre la colonisation. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Chez les Européens, des personnes sont pour la colonisation, d'autres personnes s'opposent à la colonisation. Vous avez eu plusieurs exemples avec des caricatures. Dans les populations colonisées, certaines personnes sont contre la colonisation, vont résister aux Européens, parfois jusqu'à en mourir. D'autres personnes participent à la colonisation et aident les Européens à mettre en place leur colonie. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de corriger l'activité que vous avez eue avant les vacances sur l'organisation de l'Algérie enfin de la colonie algérienne par les Français. Puis après avoir corrigé cette activité, on verra comment ça se déroule dans une ou deux autres colonies qui ne sont pas forcément françaises, histoire que vous ayez un peu plus d'autres exemples. Et ensuite, je vous donnerai une trace écrite qui sera composée de 3 paragraphes, je crois. Et vous aurez, comme la fois précédente, une activité à faire sur l'administration des colonies. Comment est-ce que les Européens organisent leur administration dans les colonies. Pour la prochaine séance, ça sera une petite activité. C'est la feuille numéro 5, je crois, mais je vous le redirai au moment venu. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez cette activité à faire, ça doit être la feuille numéro 4 si je ne dis pas de bêtises. Et cette feuille numéro 4, elle est composée de 2 documents avec 5 questions. Comme d'habitude, je ne vais pas lire les différents textes, vous avez en principe travaillé dessus.
Et comme d'habitude, vous allez prendre la correction de manière adaptée à votre situation. Si vous avez fait l'exercice et que vous avez tout bon, vous n'avez rien à modifier. Si vous avez fait l'exercice mais qu'il vous manque des réponses ou qu'il y a des fautes, et bien à ce moment-là, vous prenez la correction des questions qui correspondent. Si vous n'avez pas fait l'exercice, utilisez la correction pour copier les réponses aux questions. Je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre en place un système de fluo pour surligner d'une couleur une question et de la même couleur la partie du texte qui permet de répondre. C'est un travail que je vous conseille de faire quand vous serez au brevet blanc ou au vrai brevet l'année prochaine en 3e pour gagner du temps sur l'analyse de documents. Alors, première question, à quelle catégorie doit appartenir un colon pour recevoir des terres de l'État en Algérie? Et ça concerne le document numéro 1. Vous avez la réponse ici. Pour recevoir des terres de l'État, les colons doivent être des citoyens français qui pratiquent l'agriculture. Je cite le texte, colons cultivateurs. Donc là, on a une première information sur la manière dont les terres situées en Algérie sont distribuées aux Français qui viennent s'installer. Les Français peuvent recevoir des terres gratuitement quand ils viennent s'installer en Algérie au XIXe siècle, mais il y a plusieurs conditions à remplir. C'est uniquement réservé aux citoyens français, donc ils doivent avoir la nationalité française. Je le dis autrement, si un Allemand vient s'installer dans la colonie d'Algérie au XIXe siècle, l'État français ne va pas lui donner gratuitement des terres, il devra les acheter. Donc c'est premièrement réservé aux citoyens français, et deuxièmement c'est réservé aux citoyens qui sont agriculteurs, donc aux colons cultivateurs. L'objectif, c'est d'inciter des Français à s'installer dans la colonie pour pratiquer l'agriculture et ensuite envoyer cette nourriture en Europe. Parce que je vous rappelle qu'au XIXe siècle, la population européenne augmente beaucoup, notamment avec les progrès de l'hygiène, mais aussi avec les progrès permis par la révolution industrielle. Deuxième question, toujours sur ce premier texte, quelles aides les colons recevront-ils de la part de l'État en Algérie? Vous avez deux extraits qui vous permettent de répondre, et qui viennent d'apparaître en violet sur la vidéo. Alors, de la part de l'État français, le colon peut recevoir, premièrement, un terrain pour construire son habitation, donc il le reçoit gratuitement. Il peut aussi recevoir un terrain pour développer ses cultures. Donc là, c'est pas un terrain pour faire sa maison, mais c'est un terrain à côté pour mettre en place les champs, l'agriculture. Et il peut recevoir des aides financières si besoin. Donc, il y a un système qui est mis en place qui permet aux colons français de recevoir gratuitement un terrain pour faire sa maison, un terrain pour mettre en place ses champs, et s'il est pauvre, il reçoit en plus des aides financières pour s'installer sur le terrain, pour construire les bâtiments, pour acheter les machines. Donc il n'a pas à dépenser d'argent pour acheter les terrains, même s'il doit dépenser de l'argent pour construire son habitation ou acheter les machines. Et parfois, s'ils sont pauvres, l'État français donne des aides pour avoir accès à des machines et mettre en place l'agriculture. Ce qui nous amène à la troisième question. Les colons doivent-ils donner de l'argent pour devenir propriétaires de leur terrain? La réponse est non. Vous avez deux fois le verbe recevoir dans votre texte, et vous avez même une précision au début du texte à titre gratuit. Donc les colons ne doivent pas acheter les terrains pour devenir propriétaires, c'est l'État qui leur donne gratuitement les terrains. Donc là, vous avez un premier texte qui est un décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1848, donc c'est pris pendant la Seconde République. C'est une loi qui est mise en place pour permettre aux Français de s'installer facilement dans la colonie algérienne. Je vous rappelle qu'à cette période-là, ça fait un petit peu moins de 20 ans que la conquête du territoire algérien a commencé par la France. Donc on est encore au début de l'histoire de la colonie algérienne. Vous avez un deuxième document qui est situé sur votre fiche activité et qui là critique la politique française en Algérie, avec une première question qui correspond à la numéro 4. La situation décrite par Guy de Maupassant correspond-elle à ce qui était prévu dans le décret de 1848? Citez des exemples précis. Eh bien, vous avez la situation décrite par Maupassant qui correspond effectivement à ce qui était prévu dans le décret de 1848, c'est-à-dire le document numéro 1. Le colon tire au sort un numéro qui correspond à un terrain en Algérie, et il en devient alors le propriétaire. Cela entraîne automatiquement l'expulsion des populations indigènes. Alors, population indigène, c'est un terme utilisé au XIXe siècle, donc on l'utilisera à plusieurs reprises dans ce chapitre.
les populations indigènes, ça désigne les habitants qui vivaient sur le territoire avant que les Européens viennent s'installer. Et je vous cite le texte. On lui présente un chapeau en parlant du colon qui va s'installer en Algérie, avec des papiers dedans, et il tire un numéro correspondant à un lot de terre. Ce lot, désormais, lui appartient. Il part. Il trouve là-bas, dans un village indigène, toute une famille installée sur la concession qu'on lui a désignée. L'étranger l'expulse. Donc là, on a une description, par Maupassant, qui nous permet de confirmer ce qui a été mis en place par le décret de 1848. Et vous voyez que ce texte ne date pas totalement de la même époque. Il date de 1881, donc il y a un peu plus de 30 ans d'écart entre le décret de l'Assemblée nationale et la situation décrite par Maupassant. Dernière question qui nous intéresse, que deviennent les familles expulsées suite à cette décision et suite à l'installation du colon sur le territoire? Eh bien, Maupassant nous donne des informations, mais ces gens, sans ressources désormais, gagnent le désert et deviennent des révoltés. Donc, selon Maupassant, les familles expulsées se rabattent vers les territoires qui intéressent moins les colons, c'est-à-dire le désert, et vont, de manière logique, se révolter contre les colons, puisque les populations chassées considèrent qu'elles ont été volées par les Européens qui se sont installés sur leur territoire. Donc ce système, il va avoir des avantages pour les populations françaises au XIXe siècle, parce qu'il va permettre à des Français de s'installer facilement sur ces territoires, et d'avoir des aides de l'État pour mettre en place une agriculture qui va permettre de nourrir la population française au XIXe siècle. Et la population française au XIXe siècle, ça veut dire la bourgeoisie, mais ça veut aussi dire les classes moyennes, et ça veut aussi dire les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers qui ont des conditions de vie difficiles. Mais d'un autre côté, cette politique, cette façon de faire, elle a aussi des conséquences négatives, évidemment pour les populations qui étaient présentes sur les territoires, qui vont être chassées de chez eux, et qui vont se rabattre sur des territoires qui n'intéressent pas les Européens, c'est-à-dire la plupart du temps le désert, et qui vont finir par se révolter contre la situation et donc contre les Européens. Alors ça, c'était pour la première situation, la première colonie qui nous intéresse, c'est-à-dire la colonie algérienne. On a quelques informations supplémentaires sur ce qui se passe en Algérie au XIXe siècle grâce aux documents qui viennent d'apparaître sur la vidéo. Vous avez un graphique à droite et vous avez un petit texte à gauche. Alors le texte, je vais le lire et ensuite on va analyser rapidement ces informations avec 2 ou 3 questions. La colonisation de l'Algérie s'accompagne de la confiscation d'une partie des terres appartenant aux populations indigènes au profit de l'État français et des colons. C'est ce qu'on a vu juste avant. On estime qu'en 1919, les Algériens musulmans ont perdu le contrôle d'environ 7 millions d'hectares de terres agricoles. 1 hectare, pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille d'un terrain de foot. Donc 7 millions d'hectares, ça représente la taille de 7 millions de terrains de foot mis les uns à côté des autres. Donc c'est la taille de plusieurs départements en France. Je vous cite un extrait d'un texte qui nous intéresse. « Nous avons réussi, à travers 1000 obstacles, à implanter en Algérie de nombreux agriculteurs français. Les colons, dit-on, ont des privilèges. Pourquoi non? C'est une manière de dire « et pourquoi pas ?» N'a-t-on pas cherché à les attirer et à les retenir en Afrique par toutes sortes d'avantages, exemption partielle de services militaires, exemption partielle d'impôts, voire même don gratuit de terre? Et ce texte, il a été écrit par un géographe et historien français qui s'appelle Augustin Bernard, et il a été présenté lors de l'une de ses conférences en 1913 qui s'intitule « L'Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie ». Et cette conférence, enfin cette partie de sa conférence plus le document qu'on a à côté, nous permettent d'avoir des informations supplémentaires. La première information supplémentaire qu'on a, c'est une information qui concerne les mesures mises en place afin d'inciter, donc de donner envie aux Français à s'installer en Afrique du Nord. Et il nous donne plusieurs exemples. Exemption partielle de services militaires, exemption partielle d'impôts, voire même don gratuit de terre. Donc là, ça nous permet de comprendre que plusieurs Français vont s'installer en Algérie, pas parce qu'ils en ont spécialement envie à l'origine, mais parce que l'État français va mettre en place des mesures pour les inciter à partir s'installer en Algérie. Et ces différentes mesures, ce sont l'exemption partielle de services militaires, c'est-à-dire que si la personne accepte d'aller s'installer en Algérie,
elle devra faire un service militaire moins long que si elle était restée en France. Exemption partielle d'impôt, la personne qui accepte d'aller s'installer en Algérie, elle payera moins d'impôts que si elle reste vivre en France. Don gratuit de terre, c'est ce qu'on a vu dans le texte, dans le document juste avant. La personne qui va s'installer en Algérie, si c'est pour mettre en place l'agriculture, va recevoir des terres de manière gratuite par l'État français. Donc là, ça nous permet de nous rendre compte, encore une fois, qu'on a une politique qui est mise en place par l'État français, qui est mise en place par le gouvernement français, et qui fonctionne de la même manière pour les autres pays européens à l'époque, qui consiste à mettre en place des mesures pour donner envie aux populations de la métropole, aux habitants de la métropole, c'est-à-dire aux habitants qui sont dans le pays européen, d'aller s'installer dans les colonies. Parce que ça leur donne des avantages. Ils font un service militaire qui est plus court, donc ils ont moins de risques d'être blessés à la guerre, ils paient moins d'impôts, et ils reçoivent gratuitement des terres. Donc on a plusieurs personnes comme ça qui vont aller s'installer en Algérie, pas parce qu'ils ont envie de remplacer les Algériens sur leur territoire, mais parce que l'État va mettre en place un système qui est avantageux pour eux et qui va leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie que s'ils étaient restés en France. Ces personnes qui sont concernées par ces mesures, c'est notamment des ouvriers qui ont des conditions de vie très difficiles au XIXe siècle en France et qui vont vouloir améliorer leur situation à ce moment-là. Ça peut être aussi des agriculteurs, des paysans, qui ont de plus en plus de mal à faire leur activité en France à cause des machines qui se développent à cause de la révolution industrielle et qui vont aller s'installer en Algérie pour avoir des avantages. Vous avez un graphique juste à côté qui vous présente l'évolution de la population dans la colonie algérienne entre 1830, un petit peu avant 1830 et un petit peu après 1906. Et ce graphique nous présente l'évolution de deux catégories de la population. Alors, première catégorie qui nous intéresse, la population d'Algériens d'origine. Donc des gens qui ne viennent pas d'Europe, mais des gens qui sont nés dans le territoire algérien avant que la colonisation se mette en place. Et ce graphique nous informe sur l'évolution de la population à Alger. Alors comment la population d'Algériens musulmans évolue à Alger entre 1830 et 1906, eh bien on voit qu'elle n'a pas beaucoup, voire qu'elle n'a pas du tout augmenté entre 1830 et 1906. En fait, elle se divise en deux périodes. De 1830 à 1870, on va avoir de moins en moins d'Algériens musulmans dans la ville d'Alger. Et à partir de 1870, la population d'Algériens musulmans va se remettre à augmenter pour arriver en 1906 à 30 000, c'est-à-dire à peu près au même niveau qu'en 1830. Donc en 80 ans, la population d'Algériens musulmans dans la ville d'Alger n'a pas augmenté, même a connu une diminution. On a une autre catégorie qui est représentée. Cette autre catégorie, elle est représentée avec une courbe rouge qui représente la population française et des autres pays européens. Cette courbe, on voit qu'elle évolue d'une manière totalement différente. Elle augmente énormément entre 1830 et 1845. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que à partir du début de la colonisation en 1830 et jusqu'en 1845, on va avoir des milliers d'Européens qui vont venir en Algérie et qui vont s'installer à Alger. Et vous voyez que dès 1845, au bout de 15 ans à peine, ils sont plus nombreux que la population qui vivait à l'origine dans la ville d'Alger. Donc en 1845, dans la ville d'Alger, on a plus d'Européens et de Français que d'Algériens musulmans qui sont originaires d'Algérie. Et vous voyez qu'on a une deuxième période d'augmentation très forte, entre 1872 et jusqu'à 1906, et on voit même sur le graphique que ça continue encore après. Et donc, quel résultat on a à la fin du 19e siècle en Algérie ? Et bien à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on a la situation suivante. À Alger, il y a environ 30 000 Algériens musulmans, et à la même période, il y a environ 130 000 Français et personnes qui viennent d'autres pays européens. Donc à Alger, dès 1840 à peu près,
on a plus de personnes d'origine française et européenne que de personnes d'origine algérienne. Donc ça nous permet de nous rendre compte que la colonie algérienne, le but de cette colonie, ça correspond à la définition que vous avez notée la dernière fois, c'est une colonie de peuplement. L'objectif de cette colonie, c'était de faire en sorte que des Français et des Européens s'installent dans la colonie pour que la population finisse par avoir le même mode de vie que les gens qui étaient restés en France. Et on voit que dès 1840, c'est quelque chose qui est mis en place et qui ensuite va s'accentuer jusqu'au début du XXe siècle. Que peut-on en conclure sur les mesures mises en place pour envoyer des colons en Algérie? On a vu que l'État mettait en place des dons gratuits de terre, permettait de diminuer le service militaire de ceux qui y allaient, permettait de diminuer les impôts de ceux qui allaient en Algérie. Eh bien, on peut en conclure que ces mesures, elles ont fonctionné, elles ont été efficaces. Alors, que ça nous plaise ou pas, qu'on soit d'accord avec ou pas, mais en tout cas, elles ont permis de remplir les objectifs de l'État français de l'époque, parce que entre 1830 et 1906, les nouveaux habitants qui s'installent à Alger sont presque uniquement à chaque fois des colons. C'est-à-dire que entre 1830 et 1906, quasiment tous les gens qui s'installent à Alger sont des gens qui sont originaires d'Europe et ne sont pas des gens qui sont originaires d'Algérie, qui sont nés en Algérie. Donc, on a des mesures qui ont marché au XIXe siècle. Effectivement, on se rend compte qu'en Algérie, on a eu de plus en plus de personnes d'origine française et d'origine européenne dans ce territoire. Donc c'est ce qu'on peut qualifier de colonie de peuplement. On a, sur le document que vous voyez apparaître, un autre type de colonie, et si vous voulez, pour avoir une meilleure lecture, vous pouvez prendre votre manuel page 117, c'est le document 2, parce que le petit texte à lire, si vous êtes sur un téléphone, il est compliqué à voir. Alors, ce document 2, page 117, je vais lire rapidement le petit texte qui est en dessous de la photo. C'est une des photos que j'ai utilisées pour présenter le chapitre. Et ensuite, on va s'intéresser à 3 ou 4 questions. Alors, une fois conquises, les colonies sont exploitées par la puissance coloniale. De grandes sociétés et des colons produisent des matières premières agricoles qui sont ensuite acheminées par train jusqu'au port, d'où elles sont ensuite exportées vers la métropole. Les travaux de force sont souvent réalisés par les populations, obligées par la puissance coloniale de fournir des corvées gratuites. Première question qu'on peut se poser par rapport à cette photo, dans quelle colonie cette photo a été prise? Ça, vous l'avez grâce au titre du document. Cette photographie, elle a été prise au Congo, et le Congo, au début du XXe siècle, c'est une colonie possédée par la Belgique. Donc c'est une colonie belge au début du XXe siècle. On s'arrête pour aujourd'hui sur l'exemple algérien qui est une colonie française et on passe à une autre colonie, l'exemple congolais qui est une colonie belge. Alors, deuxième question. Quelles productions sont mises en place par les puissances coloniales dans les colonies? Vous le voyez apparaître sur la vidéo, matières premières agricoles, donc des productions agricoles sont mises en place par les puissances coloniales, notamment les matières premières, c'est-à-dire les céréales et les produits non transformés. Donc ce que vous avez sur la photo, ce sont des personnes en train de charger des céréales, en train de charger de la nourriture dans des wagons. Troisième question, quelles sont les conséquences pour les populations locales? Vous le voyez également apparaître sur la vidéo. On a les termes travaux de force et les termes corvée gratuite qui apparaissent dans le petit texte en dessous de la photographie. Donc les populations locales sont parfois obligées d'effectuer des travaux de force, voire des corvées gratuites. Je développe un peu plus. C'est une forme de semi-esclavage. Pourquoi est-ce qu'on parle de semi-esclavage et pas d'esclavage? Parce que toutes les conditions de l'esclavage ne sont pas réunies. Alors, on a des conditions qui correspondent. Les populations sont obligées de travailler, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix. Mais les êtres humains concernés, les populations concernées, ne sont pas considérés comme des objets ou des instruments du point de vue de la loi. C'est-à-dire que dans l'esclavage, qu'on a étudié en début d'année, je vous rappelle que les esclaves étaient considérés comme des instruments, étaient considérés comme des objets. Ils étaient vendus d'un propriétaire à un autre propriétaire. On avait des gens qui étaient les propriétaires, qui possédaient les esclaves. Là, dans ce système, c'est pas exactement la même chose. Les gens ne sont pas possédés par les colons. Ils sont obligés de travailler pour l'État, mais ils n'ont pas de maître.
Donc ils ne sont pas considérés comme des objets ou comme des instruments du point de vue de la loi, ils sont considérés comme des êtres humains. Et vu qu'ils sont considérés comme des êtres humains du point de vue de la loi, on ne peut pas parler d'esclavage total, d'esclavage complet. Mais il y a quand même l'aspect travail obligatoire, ce qui fait que les historiens parfois parlent de semi-esclavage. Alors, dernière question, je crois, sur ce document. Est-ce que les productions sont destinées aux besoins des colonies? Est-ce que ce qui est fabriqué au Congo, est-ce que l'agriculture, la nourriture qui est produite au Congo est destinée aux habitants du Congo? Eh bien, non. Les productions, les marchandises ne sont pas destinées aux besoins des colonies, elles sont destinées à répondre aux besoins des habitants des métropoles. Et là, vous avez une deuxième catégorie de colonies. On a vu avec l'Algérie que c'était une colonie de peuplement, l'objectif c'était de s'installer, l'État mettait en place des mesures pour s'installer. Là, avec le Congo, on a un deuxième exemple, on a une deuxième catégorie, on est sur ce qu'on appelle une colonie d'exploitation. L'objectif, c'est pas de faire venir des Européens pour qu'ils s'installent dans la colonie, l'objectif c'est de faire travailler les populations qui sont déjà présentes sur le territoire, de les obliger à travailler pour produire de la nourriture, pour produire des matières premières qui vont être ensuite envoyées dans les métropoles, c'est-à-dire envoyées en Europe pour satisfaire les besoins des habitants du continent européen. Donc on va avoir les populations de la colonie qui sont exploitées, on va avoir les ressources qui sont exploitées pour être envoyées en Europe, c'est pour ça qu'on parle de colonie d'exploitation. Donc retenez pour l'instant, colonie de peuplement, on a l'exemple de l'Algérie, colonie d'exploitation, on a l'exemple du Congo. Et on va continuer sur l'exemple du Congo. Pour continuer sur cet exemple, on va changer un petit peu, vous allez avoir une vidéo qui va apparaître dans quelques secondes, sauf que c'est une vidéo qui vient de YouTube, donc je ne sais pas si ça sera facile de la voir ici. Si jamais ça bloque, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien qui vous renvoie vers le document qu'on va utiliser maintenant, qui vous renvoie donc vers une autre chaîne YouTube avec la petite vidéo de 2 minutes qui va apparaître. Avant de lancer la vidéo, on regarde rapidement les questions. Essayez de répondre au fur et à mesure pendant la vidéo. Enfin, de répondre au fur et à mesure. Essayez de repérer les informations, de repérer les réponses au fur et à mesure. Et une fois que la vidéo sera terminée, je vous mettrai les réponses question par question, réponse par réponse dans la vidéo. Ça ne sera pas la peine de les recopier. Question numéro 1. Quelles ressources les colons veulent-ils récupérer au Congo? Question numéro 2. Comment les colons font-ils pour avoir suffisamment de personnes qui récupèrent ces ressources? Question numéro 3. Comment réagissent les populations locales? Question numéro 4. Comment les officiers empêchent-ils les soldats de gaspiller leurs balles pendant les répressions? Donc leurs balles, c'est leurs munitions. Question numéro 5. Quelle est la conséquence de cette stratégie? Je vous lance la vidéo qui va durer 2 minutes. Si ça ne marche pas bien, vous penserez à regarder la description de la vidéo que vous regardez pour avoir le lien à l'intérieur. Et au bout des 2 minutes, je vous présente les réponses au fur et à mesure. C'est parti. Nous sommes au Congo vers 1900. Léopold II, roi de la petite Belgique, est parvenu à se faire céder un bon gros morceau d'Afrique intérieure, ses voisins colonialistes anglais, français ou allemands préférant les côtes, plus propices au commerce. Sur un territoire grand comme l'Europe, sa propriété personnelle, le roi a droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge. Il n'y mettra jamais les pieds, mais il organise depuis son palais le pillage systématique des ressources du territoire. Il veut surtout récupérer l'ivoire des éléphants et le caoutchouc, très prisé à l'époque, qu'on trouve à l'état naturel dans la jungle. Pour s'assurer la main-d'œuvre nécessaire à la collecte, une sorte d'esclavage est organisée avec des prises d'otages qui terrorisent les populations forcées de travailler. Pas fou, les habitants finissent par fuir dès qu'approchent les militaires de la force publique, l'armée privée du Congo. Des expéditions punitives sont organisées, des villages entiers sont rasés, leurs habitants massacrés. Pour s'assurer que les munitions ne sont pas gâchées à la chasse ou gardées en vue d'une mutinerie, les officiers ont trouvé une astuce. Ils exigent de leurs soldats qu'ils ramènent une main droite coupée pour chaque cartouche tirée. Les mains sont fumées pour être conservées, et quand il en manque, les soldats vont simplement en récupérer sur des indigènes vivants.
En 1896, un fonctionnaire en récupère 3808 en une seule fois. En 30 ans, on estime que plus de 10 millions d'habitants de ce vaste territoire sont morts de cette exploitation terrorisante. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Bien, on va passer à la correction des différentes questions. Si jamais vous voulez voir la vidéo une deuxième fois avant de faire les réponses, vous revenez un petit peu en arrière pour faire une deuxième lecture, et on va avancer à partir de maintenant. Alors, question numéro 1, quelles ressources les colons veulent-ils récupérer au Congo? Vous l'avez au début de la vidéo. Les colons veulent récupérer les défenses des éléphants, pour avoir accès à l'ivoire, mais aussi le caoutchouc. Parce que le caoutchouc, c'est un élément qui va permettre de faire du plastique, et le plastique, au 19e siècle, avec la révolution industrielle, va permettre de commencer à fabriquer de nouveaux objets pour le confort des Européens. Deuxième question. Comment les colons font-ils pour avoir suffisamment de personnes qui récupèrent ces ressources? Alors, les colons belges vont mettre en place un système de travaux forcés, une sorte de demi-esclavage. Donc c'est ce qu'on avait vu avec le document juste avant dans votre manuel, le principe de corvée gratuite de travaux forcés. Comment réagissent les populations locales face à cette organisation de la part des Belges? De manière logique, on va avoir les populations locales qui vont fuir lorsque les militaires de la force publique viennent les chercher pour les forcer à travailler. Donc on a les Belges qui ne sont pas suffisamment nombreux dans la colonie pour l'exploiter eux-mêmes, donc ils vont faire travailler les populations locales, les populations indigènes à leur place. Bien évidemment, quand ils arrivent, les populations indigènes, les populations locales, au bout d'un moment, finissent par comprendre que c'est pour les obliger à travailler gratuitement. Donc elles vont faire le choix de s'enfuir pour éviter d'avoir à travailler de manière forcée pour les Belges. Face à ça, les Belges vont mettre en place un système qui autorise les soldats à exécuter ceux qui refusent de travailler. Sauf que pour éviter que les soldats gaspillent leurs munitions, et pour éviter que les soldats mettent des munitions de côté si jamais ils veulent se rebeller, les officiers, les supérieurs des soldats, vont mettre en place un système pour vérifier que les soldats ont bien utilisé leurs balles contre des populations locales, et pas pour chasser, pas pour s'amuser, pas pour les gaspiller. Et ce système qui est mis en place, c'est l'armée qui exige qu'une main droite soit ramenée pour chaque cartouche tirée, afin de prouver que la cartouche a bien servi à réprimer la population et pas à chasser. Donc cela doit aussi empêcher les soldats de mettre des munitions de côté pour qu'ils ne puissent pas se rebeller. Donc l'objectif, c'est de dire aux soldats, si tu reviens avec 10 cartouches en moins à la fin de ta journée, tu dois revenir avec 10 mains coupées à la fin de ta journée pour prouver que ces cartouches t'ont bien servi à exécuter une personne et pas à t'amuser ou pas à les mettre de côté pour les utiliser plus tard. La conséquence de cette stratégie, c'est que les soldats vont quand même continuer de gaspiller des cartouches, ils vont quand même continuer de mettre des cartouches de côté, ils vont quand même continuer de chasser avec leurs fusils, et donc en revenant le soir, il va leur manquer des cartouches, et donc pour justifier auprès de leurs supérieurs, pour faire croire à leurs supérieurs qu'ils ont utilisé ces cartouches pour tuer des gens, ils vont, en passant dans les villages, mutiler des gens, mutiler des populations locales sans les tuer, pour récupérer leurs mains et montrer ces mains le soir à la supérieure. Donc en gros, pendant la journée, on va avoir des soldats qui utilisent leurs cartouches pour chasser, pour s'amuser, qui à un moment de la journée vont passer dans un village, trancher des mains sur des populations qui ne sont pas exécutées, et qui le soir, en revenant, vont dire à la supérieure « Oui, j'ai utilisé tant de cartouches et je vous rapporte tant de mains, ça correspond à des personnes qui se sont rebellées et qu'on a dû exécuter. » Et le supérieur n'a aucun moyen de vérifier si ces populations ont bien été exécutées, si le soldat est en train de lui mentir ou pas. Donc la conséquence de ce système, ce sont les images pas très faciles à regarder que vous voyez à l'écran,
c'est qu'on va avoir des millions de gens au Congo, au 19e siècle et au début du 20e siècle, qui vont être mutilés par les soldats belges pour que les soldats justifient le fait d'utiliser leurs balles. Je termine ici sur les différentes analyses de documents. On a vu 2 catégories de colonies. Première catégorie, la colonie de peuplement. Les Européens vont s'installer dans la colonie et finissent parfois par être plus nombreux que les habitants d'origine. C'est le cas de l'Algérie et notamment de la ville d'Alger au XIXe siècle. Deuxième catégorie, les colonies d'exploitation. Les Européens ne s'installent pas de manière nombreuse, ils envoient uniquement des gens de l'administration, ils envoient des soldats, et leur objectif c'est d'exploiter les réserves, les ressources de la colonie, et donc de faire travailler de manière forcée les populations qui vivaient là, pour récupérer les produits, les envoyer en Europe afin d'alimenter les machines de la révolution industrielle. On passe à la trace écrite, et vous voyez en bas de l'écran, vous avez un tout petit 3 qui va correspondre au nombre de paragraphes. La petite phrase que vous avez notée au tableau correspond au premier paragraphe. Durant le 19e siècle, les colonies possédées par les Européens sont regroupées en 2 principales catégories. Il va donc rester derrière 2 paragraphes. Premier paragraphe, première catégorie, les colonies de peuplement. Et dernier paragraphe, dernière catégorie, les colonies d'exploitation. Alors, je vais vous laisser faire pause pour copier le premier et copier le deuxième paragraphe. Et une fois que vous avez terminé d'écrire ce qui apparaît à votre écran, vous refaites lecture et le troisième paragraphe apparaîtra à ce moment-là. Vous avez terminé le deuxième paragraphe en principe. Je vous affiche le troisième paragraphe, qui est le dernier paragraphe. Même système, vous allez faire pause pour pouvoir le recopier tranquillement à votre rythme, et une fois que c'est terminé, vous refaites lecture, et là je vous indiquerai le titre de la prochaine partie. Bien, titre de la partie suivante. Nous allons passer au grand B, des sociétés contrôlées et influencées par les Européens, et ça, ce titre-là, vous allez le noter sur une nouvelle page. S'il vous reste beaucoup plus de la moitié de la page, vous pouvez continuer sur la page. Par contre, s'il vous reste moins de la moitié de la page, ou même s'il vous reste la moitié de la page, ça ne va pas être suffisant. Donc vous prenez, pour la majorité d'entre vous, une nouvelle page, vous écrivez le titre du grand B, des sociétés contrôlées et influencées par les Européens. Une fois que c'est fait, vous sautez une ligne, vous écrivez la définition de missionnaire. Un missionnaire, c'est un homme d'église, donc c'est un religieux chargé de diffuser la religion chrétienne dans les territoires colonisés. Missionnaire, ça vient de mission, hein. C'est un homme d'église qui a pour mission de diffuser la religion chrétienne. Et une fois que vous aurez terminé de copier cette définition, vous prendrez votre feuille numéro 5, si je dis pas de bêtises. Pensez à vérifier que ça correspond bien à la miniature qui vient d'apparaître dans la vidéo. Cette feuille-là, une fois que vous l'aurez prise, vous la collez en dessous de la définition. Et vous voyez que vous avez 2 documents. Premier document, c'est un petit texte qui est écrit directement sur la feuille. Deuxième document, vous avez besoin de votre manuel. Ça correspond au document 5, page 131. Et par rapport à ces 2 documents, vous avez 5 questions. C'est exactement le même principe que la dernière fois. Vous répondez, enfin vous réalisez l'activité à la suite dans votre cahier. Et la prochaine vidéo que je mettrai dans quelques jours, au milieu ou à la fin de la semaine, vous aurez la réponse, enfin vous aurez les réponses à l'activité, vous aurez la correction. On aura quelques autres documents pour donner un peu plus d'informations encore, pour donner un peu plus d'exemples. Et même principe, vous aurez à la fin de la prochaine vidéo la trace écrite qui correspondra. Je crois qu'à la fin de la prochaine vidéo, je n'aurai pas d'activité à vous donner. Il me semble. Il me reste juste à vous souhaiter bon courage pour réaliser l'activité, bon travail, bon courage aussi pour les autres cours que vous avez dans la journée. Et nous, on se revoit, enfin, vous me réécoutez dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la correction de l'activité. Bon courage, bonne journée, au revoir.